Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 7 novembre. À la une de l'actualité, l'ouverture du sommet de la COP27 à Sharm el-Sheikh avec la participation du président de la République sur l'invitation de son frère, le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi. Le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, préside une réunion à l'École nationale de santé militaire où il exhorte les responsables à promouvoir la qualité de la prise en charge médicale. Transition énergétique dans cette édition avec les nombreux projets entrepris par l'unité de développement des équipements solaires. Certains sont prêts et attendent preneurs. À l'étranger, nous ferons le point sur les manifestations au Maroc qui ne faiblissent pas. La population de plus en plus en colère contre la situation précaire et la politique du Marzen. De la culture et zoom ce soir sur l'exposition photo de Samir Jama, sa collection Ombre et Lumière à l'honneur à Dar Sultan. Reportage. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous le disais, un titre, début ce matin à Sharm el-Sheikh des travaux de la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques au niveau des chefs d'État et de gouvernement avec la participation du président de la République Abdelmadjid Tebboune et sur invitation de son frère, le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi. Cette session de 2 jours traite de dossiers concernant la transition juste, de l'investissement dans le futur de l'énergie et le financement innovant du climat, les changements climatiques et la survie des sociétés fragiles, en plus de la sécurité énergétique et la sécurité alimentaire et hydrique. Et avant le début des travaux, le président de la République a pris une photo de groupe réunissant les chefs d'État et de gouvernement prenant part au sommet sur le climat. Et en marge des travaux de la COP27, le président de la République s'est entretenu avec le président bulgare roumain Radev. Le chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune, a également eu des entretiens avec la première ministre italienne, Giorgia Meloni. Toujours en marge des travaux de la COP27, le président de la République s'est entretenu avec le Premier ministre des Pays-Bas, Mark Rutte. Je vous invite à écouter le Premier ministre des Pays-Bas, Mark Rutte. Avec le président Abdelmadjid Tebboune, durant laquelle nous avons discuté de questions d'intérêt commun et nous sommes entendus pour renforcer davantage nos relations bilatérales. Beaucoup de dossiers communs méritent d'être approfondis. Il est à noter également que nous avons réalisé ensemble beaucoup d'avancées dans le secteur de l'agriculture, à l'instar de beaucoup d'autres domaines. Nous avons abordé également avec le président la situation sur le plan régional. La rencontre était fructueuse et promet un bel avenir pour nos relations bilatérales. Toujours dans la série d'entretiens du président de la République en marge des travaux de la conférence de Sharm el-Sheikh sur les changements climatiques, le président de la République Abdelmadjid Tebboune a rencontré plusieurs dirigeants arabes.
Le président de la République s'est également entretenu avec plusieurs dirigeants africains, comme vous allez le voir sur ces images. Et en marge des travaux de la COP27 toujours, le chef de l'État s'est également entretenu avec des dirigeants de plusieurs pays, notamment le président français Emmanuel Macron, qui l'a félicité pour la réussite du sommet arabe, le premier ministre néerlandais également Mark Rutte et le président vénézuélien Nicolas Maduro. Et pas moins de 120 chefs d'État et de gouvernement se retrouvent en Égypte pour la COP27, en plus de politiques, experts et militants écologiques du monde entier, pour renforcer leurs engagements dans la lutte contre les bouleversements climatiques et faire face à ces conséquences désastreuses, notamment sur les pays les plus pauvres. Le tout dans un contexte tendu qui aggrave la situation mondiale. Nakhla Al-Arabi. Les Nations Unies ont dévoilé aujourd'hui à Sharm el-Sheikh un plan d'action chiffré à plus de 3 milliards de dollars pour que d'ici à 5 ans, l'ensemble de la population mondiale soit protégée par un réseau d'alerte précoce des catastrophes météo. Ensemble vers la mise en œuvre, un slogan, mais ce sont des actions qui sont attendues lors de cette COP27. À l'ouverture des travaux, le chef d'ONU Climat, Simon Steele, a rappelé aux dirigeants du monde, qu'ils soient président, premier ministre ou PDG, qu'ils seraient tenus pour responsables des promesses qu'ils ont faites l'année dernière à la COP26 à Glasgow. Non sans rappeler que toute initiative doit être alignée sur l'accord de Paris. Ils sont plus de 120 chefs d'État et de gouvernement à plancher aujourd'hui et demain sur une question existentielle pour l'humanité pour tenter de se mettre d'accord sur des solutions et d'engager des politiques limitant le réchauffement climatique. L'humanité a un choix, coopérer ou périr, c'est soit un pacte de solidarité climatique, soit un pacte de suicide collectif, a lancé Antonio Guterres auprès des chefs d'État et de gouvernement. Guterres s'est voulu alarmiste face à l'urgence de renforcer la lutte contre le réchauffement climatique. Le secrétaire général de l'ONU a adressé des avertissements aux deux plus grands pollueurs mondiaux, à savoir les États-Unis et la Chine. Le patron de l'ONU les a appelés à assumer leurs responsabilités particulières. Pour la première fois, la question du financement des dommages déjà causés par le réchauffement figure à l'agenda officiel d'une COP. Guterres a également appelé à revoir le fonctionnement du système financier international et de créer les conditions d'un mécanisme d'allègement de dette pour les pays à revenus moyens touchés par des catastrophes naturelles. En effet, il est question de tenir la promesse financière faite aux pays du Sud pour réduire leurs émissions et se préparer aux impacts climatiques. Voilà pour l'ouverture des travaux de la COP27 en Égypte, à laquelle le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, prend part. Activité parlementaire, adoption ce matin par les députés du projet de loi de finances complémentaire 2022, une séance plénière présidée par Brahim Bourali, président de l'APN, en présence du ministre des Finances, Brahim Jamel Kessali, et la ministre chargée des relations avec le Parlement, Basma Azouar. Le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a exhorté les responsables de la santé militaire à consentir davantage d'efforts afin de promouvoir la qualité de la prise en charge médicale pour le personnel militaire. Déclaration lors d'une réunion qu'il a présidée au niveau de l'École nationale de santé militaire, première région militaire. Raouf Hamouche. Après la cérémonie d'accueil, le général d'armée, accompagné du secrétaire général du ministère de la Défense nationale et du directeur central des services de santé militaire,
a tenu une rencontre avec les cadres et les personnels de la santé militaire. À cette occasion, il a adressé une allocution d'orientation suivie via visioconférence par les personnels du corps médical militaire déployés à travers l'ensemble des régions militaires. À ce titre, il a souligné que l'instauration d'un système de santé militaire efficace, capable d'assurer une couverture médicale globale au profit de nos personnels, constitue une préoccupation permanente pour le haut commandement de l'armée nationale populaire. أود بهذه المناسبة التأكيد على إرساء منظومة صحية عسكرية فعالة. Je tiens en cette circonstance à souligner que la mise en place d'un système de santé militaire efficace, capable d'assurer à nos personnels une couverture médicale globale et de haute qualité, notamment en termes de gestion et de complémentarité des rôles entre les différents établissements de santé militaire, constitue une préoccupation permanente pour le haut commandement de l'armée nationale populaire. En plus, les grandes et multiples réalisations enregistrées sur le terrain en cours de parachèvement dans le secteur de la santé militaire, au même titre que tous les autres secteurs, sont des témoignages réels des efforts soutenus consentis par le haut commandement de l'armée nationale populaire à la faveur du soutien indéfectible du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale. Le général d'armée a affirmé à cette même occasion qu'au regard de l'importance de la prise en charge médicale des personnels de l'armée nationale populaire, tous les moyens matériels nécessaires ont été réunis au profit de cet important secteur, que ce soit en termes d'infrastructures et d'équipements ou en termes de formation et de qualification des personnels. Conscient de l'importance que représentent les soins et la prise en charge médicale des personnels de l'armée nationale populaire et de leurs ayants droit et leur impact sur l'amélioration de leur rendement, nous veillons à réunir tous les moyens matériels nécessaires pour cet important secteur, que ce soit en termes d'infrastructures et d'équipements ou en termes de formation et de qualification du corps médical dans ses diverses spécialités. C'est dans ce cadre que s'inscrivent les importants projets d'infrastructures en cours de réalisation, à l'image de l'hôpital universitaire militaire de Stawali, l'hôpital militaire mère et enfant de Blimsous, ainsi que les hôpitaux régionaux et les projets relatifs au soutien médical programmé au niveau des 6 régions militaires. Le général d'armée a également exhorté l'ensemble des responsables concernés à consentir davantage d'efforts afin de promouvoir la qualité de la prise en charge médicale des personnels militaires au niveau escompté. Dans ce même contexte et afin de permettre à ce secteur sensible de remplir parfaitement ses missions, il appartient à l'ensemble des responsables concernés de consentir davantage d'efforts afin de promouvoir la prise en charge médicale des personnels militaires au niveau escompté, en veillant notamment à former une ressource humaine compétente capable d'assurer des prestations sanitaires qualitatives à la hauteur des attentes des personnels et de se mettre au diapason du processus de développement dans lequel l'armée nationale populaire s'est résolument engagée. La compétence et l'aptitude sont les seuls critères qui nous servent de guide pour encourager les potentialités humaines, valoriser leur expérience cumulée et les inciter à consentir davantage d'efforts au service de notre armée, qui s'emploie constamment à tirer bénéfice de l'expérience, du professionnalisme et du savoir-faire de ses cadres pour acquérir encore plus de puissance et d'efficacité combative. À l'issue, le général d'armée a donné un ensemble d'orientations portant notamment sur la nécessité de garantir une meilleure prise en charge des patients, notamment les blessés et les invalides, et l'entretien des équipements médicaux mis à disposition des établissements hospitaliers militaires. Activité ministérielle, le ministre de l'Industrie Ahmed Zardal prend part à Niamey au Niger à la réunion des ministres de l'Union africaine en charge de l'industrie et du développement industriel. Rencontre consacrée à l'examen du dossier de l'industrialisation et de la diversification économique de l'Afrique. Elle intervient en prélude du sommet de l'Union africaine prévu en novembre au Niger. Son slogan « Industrialiser l'Afrique », un engagement renouvelé pour une industrialisation et une diversification économique inclusive et durable.
Et lors d'une visite de travail et d'inspection à Bourj Badi Mourta, le ministre de l'Énergie et des Mines Mohamed Arqab a mis l'accent sur l'importance de la généralisation de l'usage des panneaux photovoltaïques dans les centrales électriques. Déclaration lors de l'inauguration d'une centrale électrique d'une capacité de plus de 10 MW et le lancement du projet d'agrandissement de la centrale électrique à carburant avec une capacité de production de 58 MW par jour. On reste dans l'énergie, mais le renouvelable à présent vous emmène à l'unité de développement des équipements solaires de Bousmaïl. L'UDES a développé plusieurs projets dont certains sont fin prêts et n'attendent qu'à trouver preneur. Reportage de Naïm Alouali. L'unité de développement des équipements solaires de Bousmaïl travaille d'arrache-pied sur de nombreux projets liés exclusivement aux énergies renouvelables. L'institution, qui tourne à 20% avec l'énergie solaire, a d'ores et déjà développé un prototype de maison intelligente prête à servir institutions et foyers. On est devant la maison solaire intelligente de Bousmaïl, qui représente le premier prototype en Algérie des maisons intelligentes connectées au réseau. On travaille sur le développement des systèmes intelligents qui permet d'assurer un balancing, une balance entre l'énergie produite par l'énergie photovoltaïque, l'énergie consommée par les équipements électroménagers de la maison ainsi que l'énergie stockée. Donc, dans le but d'assurer une autoconsommation sans avoir besoin du réseau électrique. Cela permet aussi de réduire la facture d'électricité, d'abaisser la pression sur le réseau électrique de Sonalgaz. Mais encore, l'unité développe quantité de prototypes liés aux différentes applications telles que le dessalement de l'eau de mer, des eaux saumâtres, épuration des eaux usées, le séchage de produits alimentaires dont les prototypes n'attendent qu'à trouver preneur. Notre équipe travaille sur le dessalement des eaux de mer et saumâtres par énergie solaire. Donc on a plusieurs thématiques. On a la distillation solaire. On a le traitement des eaux ou les dessalements par osmose inverse et en utilisant l'énergie solaire, comme on a l'élaboration des membranes. À propos de la distillation solaire, on a réalisé plusieurs prototypes. C'est des prototypes qui sont outdoor, qui nous ont donné de bonnes qualités d'eau, qui sont aux normes l'OMS et FAO. Et le but est d'installer 6 systèmes dans des régions arides comme le sud algérien. On a le problème d'eau qui est toujours saumâtre, et on a le problème d'électricité. On a le gisement solaire très important dans le sud déjà, et on a le réseau électrique très perturbé dans des régions. Donc c'est pour ça qu'on utilise, on a opté pour cette thématique. Nous travaillons également sur des projets de recherche appliquée en collaboration avec nos partenaires socio-économiques dans plusieurs domaines tels que l'agriculture, le transport, l'eau, par exemple, comme le dessalement, l'épuration des eaux usées et d'autres domaines importants. Notre objectif phare est de rendre cette unité une unité de recherche référence en termes de fonctionnement en énergie solaire. Actuellement, on est à 20% de fonctionnement en énergie solaire et notre objectif d'atteindre 100%. Nous avons également des projets internationaux en collaboration avec des partenaires européens et africains. Et nous avons d'autres projets dans les PNR. Les PNR, c'est les projets nationaux de recherche et notamment dans la rubrique de sécurité énergétique et sécurité alimentaire. Visant à économiser les ressources fossiles et réduire les émissions à effet de serre, les différents projets sont prêts pour accompagner clé en main partenaires publics et privés. À propos de ressources fossiles, l'Agence nationale algérienne pour la valorisation des ressources en hydrocarbures, NAFT, lance sa plateforme numérique sous le nom Exalt, en référence à explorer l'Algérie aujourd'hui. Le portail a été présenté lors de la conférence ADIPEC 2022 à Abu Dhabi. Il permettra un accès mondial fluide à l'ensemble des données du sous-sol algérien et des produits durables. Présente au Salon du pétrole ADIPEC 2022, l'Algérie a présenté sa plateforme numérique Exalt, une plateforme entièrement intégrée et développée par une entreprise de solutions technologiques dans le secteur de l'énergie. Elle permettra un accès mondial fluide à l'ensemble des données du sous-sol algérien et des produits durables.
Le salon international ADIPEC d'Abu Dhabi est une occasion pour nous de présenter la plateforme Exalt à nos partenaires. Exalt constitue aujourd'hui une opportunité pour le marché énergétique algérien, l'objectif étant de démontrer la valeur des opportunités nationales et de promouvoir les ressources en hydrocarbures de l'Algérie, y compris à travers de futurs appels d'offres. Un salon important qui intervient au moment où l'enjeu énergétique est vital et dans lequel l'Algérie est devenue un acteur important, particulièrement pour l'Europe. Cette plateforme numérique a été lancée dans le cadre du partenariat qui nous lie avec l'Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures. Et en même temps, elle intervient aussi dans le programme du gouvernement qui est celui de la numérisation. Bien sûr, l'objectif est de permettre aux investisseurs d'explorer de nouveaux gisements, de prospecter et d'évaluer le potentiel du domaine national des hydrocarbures. Selon l'agence Al-Naft, 60% du potentiel en hydrocarbures en Algérie est sous-exploité ou carrément non exploité et nécessite d'être dynamisé et développé. Clôture du 12e congrès de la Fédération arabe des travailleurs du pétrole, des mines et de la chimie qui s'est tenu à Skikda. L'Algérien Hamoud Wahria, président de la Fédération nationale des travailleurs du pétrole et du gaz, a été élu secrétaire général de la Fédération. Le congrès a été organisé par la centrale syndicale de l'UGTA en coordination avec la Fédération nationale des travailleurs du pétrole et du gaz et la Fédération arabe des travailleurs du pétrole, des mines et de la chimie. Il s'est tenu à l'aube de rapides changements et mutations importantes dans le marché mondial du pétrole. Direction Bodj Barelidj à présent à la découverte d'une entreprise de fabrication de tubes et pivots d'irrigation intelligents. Avec ses 300 employés et 9 hectares, l'entreprise a tous les critères pour assurer des produits aux normes, capable d'irriguer de larges étendues agricoles, notamment dans le sud du pays. Saïd Belounis, Majda Jahmoun. Adopter une stratégie efficace pour économiser l'eau, c'est le défi que s'est lancé l'entreprise nationale de tubes et de transformation des produits plats Anabib. Un défi relevé grâce à ses 300 employés hautement qualifiés. L'entreprise vise notamment à irriguer de larges étendues d'une façon intelligente dans le sud de l'Algérie. Nous sommes spécialisés dans la fabrication de pivots d'irrigation. C'est un matériel d'irrigation par aspersion. Nous produisons en moyenne 300 pivots annuellement. Notre objectif est de doubler notre production annuelle. Autre objectif d'Anabib, produire du matériel d'irrigation mobile avec des techniques modernes pour l'économie de l'eau, capable d'irriguer de larges étendues agricoles dans le sud de l'Algérie. L'État a procédé à l'extension des parcelles irriguées avec pas moins d'1 million d'hectares dans le Grand Sud. C'est un grand défi qu'on a relevé car il faut bien répondre aux besoins du marché. Nous avons élaboré un programme visant à atteindre les objectifs tracés, comme le fait de développer nos produits et parvenir à avoir un pivot d'irrigation intelligent pour économiser l'eau, qui stoppe l'irrigation automatiquement quand il le faut, mais aussi un pivot capable de nous donner des informations sur la qualité de la terre. Le défi est aussi technologique. Aujourd'hui, certaines machines ne sont plus importées. Elles sont fabriquées chez nous avec un taux d'intégration de 90%. Autrefois, on importait ces panneaux de contrôle. Nous avons relevé le défi de les fabriquer localement. Ce boîtier était importé aussi. Maintenant, nous les fabriquons ici. Adopter des méthodes d'irrigation modernes et intelligentes est aujourd'hui une nécessité pour faire face aux conjonctures que connaît le monde. On va parler élevage avec cette unité avicole à Oran qui réalise une production de 40 000 poulets par semaine. L'investisseur a bénéficié de l'aide des autorités et a recours à l'incubation artificielle des œufs, une méthode qui connaît beaucoup de succès auprès des éleveurs, nous dit Mariam Damis. D'une capacité de production estimée à 40 000 poules par semaine, le propriétaire de cette unité avicole, située dans la daïra de Sidi Chehmi à Oran, a pu réaliser en un temps record une production plus que satisfaisante. Il nous manque seulement l'abattoir. Nous avons bénéficié de l'aide de l'État. Le prix des poussins a été réduit à 100 dinars et si le soutien touchera également l'aliment pour volailles, le prix de la viande blanche ne dépassera pas les 290 dinars le kilo.
Nous sommes spécialisés dans l'élevage avicole. Nous avons également plusieurs batteries de reproduction de poules. Et prochainement, nous serons dotés d'un abattoir. L'élevage avicole et l'incubation artificielle des œufs attirent de plus en plus les investisseurs. Une activité encouragée par les pouvoirs publics dans l'objectif de couvrir les besoins du marché national. Nous souhaitons avoir plus de soutien pour garantir la disponibilité des produits avicoles en améliorant d'une manière conséquente la production et atteindre ainsi nos objectifs. Il y a parfois quelques perturbations d'approvisionnement, mais nous avons constaté ces jours-ci que le prix du kilo ne dépasse pas les 370 dinars grâce à la concrétisation du programme du président de la République de l'électrification des périmètres agricoles. Toutes les exploitations seront alimentées en électricité, ce qui encouragera l'activité avicole. L'exploitant de cette ferme avicole ambitionne d'agrandir son activité en vue de couvrir d'une manière conséquente les besoins de la région en viande blanche. À l'étranger, le Maroc vit au rythme des manifestations dans les villes de Meknès et de Tanger. De nouvelles protestations ont éclaté où des centaines d'habitants dénoncent la détérioration de leurs conditions de vie. Ils rejettent le régime du Marzane responsable de cette situation désastreuse. Mariam Damis. 2 jours comme de nuit, les Marocains investissent les rues pour crier leur ras-le-bol et réclamer leurs droits les plus élémentaires, à l'instar de la ville de Meknès où ils étaient des centaines à battre le pavé. Le Maroc vit aujourd'hui au rythme des manifestations et des protestations appelant à la baisse des prix des produits alimentaires, de carburant et l'amélioration du pouvoir d'achat du citoyen. والسردين ويدي ولاده من الطبيب يدفعوا على الاقل 10000 درهم وللاسف ازيد من 80 و90% ديال المغاربه يتقاضون ما يناهز 6000 درهم. اذا هذه الوضعيه هذه اذا كان المخزن كيتشمت بان كاين واحد التراجع ديال الحركه الليغاليه هذا القلب وهذا العدوان الا غيفشل اوضاع غتفشل واحد اليوم. Les protestataires rejettent fermement le régime du Marzane qu'ils qualifient d'incompétent et inapte à gouverner et responsable direct de cette situation désastreuse, appelant la fin de ce régime et le départ de tous ceux qui le représentent. Exigeant de meilleures conditions de vie, les habitants de Tanger étaient eux aussi nombreux à crier haut et fort leur désespoir face à l'injustice dont ils sont victimes depuis des années. En dépit de la pauvreté, du chômage et de l'injustice sociale, le régime du Marzane continue d'ignorer la révolte sociale grandissante. Une révolte qui gagne tout le Maroc, révélant la gravité des inégalités sociales engendrées par un régime autoritaire qui accapare les richesses du pays. Retour dans le pays et culture avec l'artiste photographe Samir Jama à l'honneur à Dar Sultan le temps d'une exposition et sa collection en ombre et lumière. Riles Ould Hamoudaïa fait un tour reportage. Samir Jama, photographe et éditeur, met sous le feu des projecteurs la diversité du patrimoine et de l'héritage culturel algérien. L'exposition photographique Ombre et Lumière, la passion du patrimoine, rassemble des dizaines de clichés qui illustrent la relation entre l'homme et le cheval. Samir Jama met en relief la fantasia, les couleurs écarlates des tenues des cavaliers ou encore la poterie ancienne et les habits traditionnels de différentes régions du pays. Cette exposition se veut aujourd'hui être une exposition itinérante. Apparemment, avec le succès qu'elle a eu en première partie et cette deuxième partie, je pense peut-être, si Dieu le veut, faire ces expositions à l'intérieur du pays et pourquoi pas à l'extérieur aussi.
La photographie, c'est un moyen de s'exprimer. C'est un besoin, parce que l'être humain a toujours eu le besoin de s'exprimer d'une manière ou d'une autre, que ce soit dans la photo, dans la poésie, dans le cinéma. Les ruelles de la Casbah sont elles aussi éclairées par l'objectif de Jama. Les photos ont plusieurs portées. En plus de montrer la beauté du patrimoine architectural et humain, elles dévoilent le cheminement personnel de l'artiste dans la découverte de la Casbah et son regard sur cet endroit mythique. La poudrière de la citadelle d'Alger, communément appelée Dar Sultan par les Kasbadji. Donc j'ai eu l'honneur de participer à cette exposition photographique qui est suite à celle que j'ai déjà faite au Palais de la Culture. Mais dans ce contexte-là, c'est un contexte un peu atypique. On n'a pas voulu accrocher les photos dans les murs pour ne pas toucher au mur, c'est-à-dire à l'intégrité de la bâtisse. Donc sur ma thématique, en général, c'est des photos sur le patrimoine algérien que j'ai partagées en 4 ou 5 thématiques, que ce soit la poterie algérienne ou des photos sur la vie quotidienne de la Casbah. Pour Samir Jama, la photographie devient de l'art quand elle dévoile l'âme et révèle l'authenticité du sujet. Voilà, c'est la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.